Salutations chers disciples et bienvenue dans notre 49e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Coterie face à face a été diffusé le 18 septembre 2021 et couvre le combat entre notre équipe de héros et la garde en oricalque d'Adlar. Il couvre du début du chapitre 173 jusqu'aux premières pages du chapitre 177, adaptant au passage une très grosse partie du tome 19 du manga. Masaki Watanabe s'est chargé de la mise en scène et semblerait avoir eu quelques problèmes de planning. Pas moins de 6 directeurs d'animation ont été dépêchés sur celui-ci. Ils ont tous déjà participé à la série en tant que directeur d'animation. Entre autres, nous retrouvons Naoki Murakami, Midori Uchiyama, Koji Watanabe et Asako Shinozaki. Ces 4 animateurs ont la particularité de ne jamais avoir dirigé l'animation tout seuls, et ils ont été aidés par les 2 vétérans Atsuko Kawamura et Yoshiyuki Ichikawa. Malgré la supervision finale de Hisashi Kagawa, il est tout à fait normal d'apercevoir des dessins irréguliers sur cet épisode. Par contre, notre cher animateur français Sanda est de retour, il n'était pas revenu depuis l'épisode 32. Entre temps, il a pu signer un contrat avec la Toei et travaille exclusivement avec la Team Dai. Sur cet épisode, il a réalisé le layout de 57 cuts. C'est énorme. Malheureusement, à cause des difficultés de production de l'épisode et une sous-traitance des intervallistes, la qualité de ses plans est un peu altérée. Il est à présent temps d'analyser ce 49e épisode, et nous pourrons constater qu'il présente de nombreux points où il aurait pu être amélioré. Allez, c'est parti. L'épisode débute tandis que Yongle débarque lors du combat contre la garde d'Adlar et sauve in extremis Nova. Dans le manga, on pouvait d'ailleurs entrevoir l'ombre de Garuda et Crocodile derrière lui. Le roi des carnassiers débarque avec Mam dans une mise en scène un peu plus timide que dans la planche d'origine. Le pauvre Garuda est au bout de sa vie, le voyage avec 3 passagers a dû être épuisant. D'ailleurs, à propos de lui, nous connaissons enfin son seiyuu, il est enfin crédité. C'est Koichi Soma qui l'interprète, un habitué des seconds rôles dans la série, et nous l'avions déjà présenté dans la 41e review. Ce bon vieux croco utilise son souffle de feu pour libérer nos amis de leur prison de glace. À cet effet, le visage de Pop disposait à la base d'une réaction humoristique qui n'a pas été reprise ici, tout comme l'arrière-plan derrière Crocodile quand il lève son pouce. Faut dire que le moment n'est pas à la rigolade, car comme l'a dit Dai, la coterie se trouve face aux pires ennemis qu'il n'ait jamais eu. Et il ne croit pas si bien dire, puisque Im se relève avec le front entièrement percé. Comme ce sont des créatures artificielles comme Flézard, tant que leur noyau n'a pas été détruit, ils resteront en vie, quels que soient les dommages subis. Les plus attentifs observeront que la réaction médusée de notre petit héros n'a pas été reprise lorsque le guerrier d'Oricalque se relève. Et c'est un peu dommage, étant donné que cela ajoutait de la tension à la scène. Im révèle au héros la localisation de son noyau qui se trouve au même endroit que le cœur des humains, probablement pour se battre à armes égales avec ses adversaires. On est décidément bien loin de l'état d'esprit de l'ancien Adlar qui avait insufflé à Flézard toute sa lâcheté et sa perfidie. Ici, le sens de l'honneur prévaut et il n'y aura pas d'excuses. Les 2 équipes se préparent avec des postes fidèles au matériel d'origine. Pop a bien compris qu'il ne pourra rien faire tant que Sigma possède le bouclier de Shahar. Il demande donc à Mam de s'en occuper. Chaque pièce choisit son adversaire et nous pouvons voir qu'Albinas est logiquement la chef du groupe. Ainsi, bien que Im souhaite se venger de Yongle, elle le rappelle à l'ordre pour qu'il s'occupe de Dai. Leur but est de percer à jour toutes leurs techniques afin de se rendre utiles envers leur maître. Une page entière du manga a été ici transformée sous la forme d'un travelling horizontal, ce qui s'avère assez efficace. Chaque adversaire se défie du regard tandis que nous entendons le vent souffler, et du temps a été pris pour créer une tension palpable. Le début des hostilités est marqué par la chute d'un bloc de glace, et le combat est animé en 3D cel shading. Bien évidemment, ceci relancera les débats sur l'utilisation de cette technique dans les épisodes de la série. Nous nous concentrerons uniquement sur la fidélité de l'affrontement. La chorégraphie est dynamique et les mouvements aériens de Mam sont bien retranscrits. Son affrontement contre Sigma dure plus longtemps étant donné qu'à la base, elle désarmait son adversaire dès sa première prise. C'est un réel plaisir de voir le cavalier utiliser davantage sa lance. De même, Pop utilise Mera contre Fenbren, ce qui n'était pas le cas à la base. Nous pouvons d'ailleurs retrouver les effets de la magie pendant l'affrontement de Dai contre Im, ce qui nous permet de constater qu'un travail important a été réalisé pour nous donner la sensation d'assister à un combat entre 2 équipes sur un même terrain. Quant à Yongle, fidèle à son titre d'intellectuel, il n'attaque pas tout de suite Albinas, mais tente plutôt de lui soutirer des informations. Lorsqu'il lui demande si elle est une femme, elle lui répond que les pièces d'échecs n'ont pas de genre et ne font que jouer un rôle.
Nous verrons par la suite que ce ne sera pas aussi simple. Petite mention pour Saseyu Yukari Tamura qui dégage un teint extrêmement calme et posé qui va totalement à l'encontre de ses personnages habituels. La reine rappelle à son adversaire qu'il n'y a pas de pièce plus faible qu'une autre aux échecs, mais que leur utilisation dépend de la situation. Yunkel comprend alors l'énorme erreur que l'équipe a commise dans l'utilisation de ses propres effectifs. Dai en fait immédiatement les frais étant donné qu'il a bien du mal face à Im. Même en utilisant le collet de Suzanne, il n'arrive pas à le toucher, car le pion est le maître du combat rapproché. Im se demande pourquoi notre héros ne peut pas utiliser sa nouvelle épée, il lui assène un gros coup de pied un peu étrange, mais qui reprend très bien la planche de base. Et ce n'est pas beaucoup mieux pour Crocodile qui se fait mettre à terre par bloc tout en hurlant de douleur. Dans le manga, on pouvait aussi voir son visage stupéfait face à tant de force brute. Quant à Mam, elle n'arrive pas à suivre les mouvements de Sigma. Il a félicité tout de même d'avoir une vitesse hors du commun pour un être humain. Les échanges entre la jeune Budoka et le cavalier sont vraiment réussis et très dynamiques. D'un point de vue technique, c'est un excellent travail. Mais nous restons un peu sur notre faim sur les réactions de Mam lorsqu'elle tente de détruire le bouclier. A l'origine, nous pouvions voir son visage déformé par la douleur, alors qu'ici, elle affiche une expression bien plus neutre. Cependant, la vélocité de son adversaire reste bien réalisée. Du côté d'Yunkel, ce n'est pas plus brillant étant donné que la reine réussit à parer tous ses coups. La transposition du corps d'Albinas est bien exécutée et met bien en valeur la planche de base. Nous passons du côté de Pop avec des scènes très intéressantes. En effet, à l'origine, le magicien restait au sol et a été pris par surprise par Fenbren. Le fou sortait alors du sol pour tenter de le transpercer. Ici, la scène a lieu dans le ciel et c'est une bonne idée. Cela permet à Pop de mieux analyser la situation et de ne pas subir les effets des combats aux alentours. Le guerrier d'Orichalque surgit en traître et tente d'embrocher Pop qui arrive à esquiver. La contre-attaque du pauvre magicien n'est pas très efficace et il réussit même à détruire son bâton en attaquant son adversaire. Un peu déçu d'avoir détruit son nouvel équipement, il nous gratifie d'une belle bouille comme on les aime. Le fou nous révèle que 80% de son corps est constitué de rasoirs, ce qui en fait une arme extrêmement redoutable. Pendant ce temps, Dai se fait tabasser par Im, l'enchaînement reprend très bien les planches de base, et en plus notre petit héros n'arrive même pas à dégainer son épée. De son côté, Yunkel continue d'enchaîner les coups de lance face à la reine, et réussit à entailler une partie de son visage. Dans le manga, nous avions la sensation qu'il réalisait un coup extrêmement précis qui parvenait à blesser Albinas. Comme vous pouvez le constater, l'équipe prend très cher et aucun membre n'arrive à faire la différence. Pop continue d'essayer certains sorts qui restent sans effet, tandis que Mam et Crocodile sont complètement surpassés par leurs adversaires. Comme dans le manga, nous pouvions voir Gomez et Valoria au sol, et un passage inédit est proposé dans lequel Im dit posément au jeune garçon que c'est le moment de se bouger. Merci Begito et je prends le relais. Si seulement il pouvait dégainer, Dai pense qu'il pourrait tous les détruire d'un coup. Une des planches du manga n'a pas été reprise, dans laquelle on pouvait voir le héros exécuter un avance trash et détruire immédiatement toutes les pièces. Le pion est las d'attendre un adversaire à sa taille et décide d'utiliser sa technique ultime, le Hit Knuckle, renommé en version française brûle pour point. La couleur est intéressante, là où dans le manga on ne pouvait imaginer qu'une lumière importante, le point de Im est ici affublé d'une couleur orangée du plus bel effet, comme s'il chauffait à une température extrême. Et c'est tout à fait raccord avec le nom de la technique, donc on va pas s'en plaindre. Fembren décide aussi d'en finir avec Pop, et d'ailleurs une réflexion du manga a été supprimée ici. A l'origine, le fou voulait en finir avec le magicien pour mimer la décision du pion face à Dai. Heureusement, Nova intervient et envoie des dagues emplies d'aura contre Fembren. Le visage du héros du Nord semble bien plus neutre que dans le manga, là où il semblait souffrir de ses blessures. Il utilise les restes du bâton de Pop pour l'envoyer sur Im et sauve par la même occasion le jeune Dai. La mise en scène est assez timide lors du choc. A la base, un superbe effet de lumière était présenté et les jeux de noir et blanc étaient agréables à l'œil. Ici, la mise en scène reste assez classique. Complètement épuisé, Nova dit à Dai qu'après tout, les héros doivent sauver les plus faibles. Il s'évanouit après être allé au-delà de ses limites, ce qui rappellera un flashback de Dai lors de son entraînement avec Lundberg. Dans le manga, ses souvenirs étaient révélés via une case absolument magnifique. Elle introduisait le souvenir de Dai en arrière-plan, tandis que son visage au premier plan ne disposait d'aucune teinte de noir. Cela peut paraître du détail, mais c'est typiquement ce type de cases qui font de Dai no Daiboken un manga à l'ambiance absolument exceptionnelle. Dai se rappelle alors que le forgeron lui avait dit que le blocage se trouvait dans son cœur. Et oui, comme nous l'avions indiqué dans les épisodes précédents, Dai se reposait beaucoup trop sur la puissance de son épée. Dans le manga, ce moment d'introspection était symbolisé par des arrière-plans gris et noirs. En regardant Nova, Dai comprend ce que Lundberg voulait dire. Si sa lame reste scellée, c'est parce qu'il ne se donnait pas à fond. Im se relève et détruit définitivement le bâton de Pop en le faisant brûler avec son aura. Il n'aura pas duré longtemps celui-là.
Notre héros utilise enfin son Dragonicora et réussit à surpasser le Hit Knuckle de Him. Il envoie le corps de Him sur Yunkel qui utilise un Kokusen pour détruire son noyau. L'échange de coups entre Dai et le pion était bien retranscrit. En revanche, le coup de Yunkel aurait mérité davantage de travail de mise en scène au vu des planches de base. Malheureusement, le coup de notre BG immortel n'a pu être décisif, étant donné qu'il a été touché par une aiguille d'Albinas lors de son exécution. Les deux équipes en profitent pour se réunir, tandis que Mam utilise Kiari pour retirer l'aiguille et le poison du corps de Yunkel. Le pion est toujours vivant, et son bras gauche ayant été endommagé, il demande au fou de lui couper. Le visage médusé des héros a très bien été repris à ce moment-là, et met en avant à quel point leurs adversaires sont de vrais guerriers. De leur côté, la garde d'Adlar admet qu'ils avaient sous-estimé les disciples d'Avan. Malgré la supériorité évidente des pièces d'oricalque, l'expérience du combat des disciples leur permet de rivaliser avec eux. C'est Crocodile qui notera qu'ils ne pourront pas leur faire face en opposant la force contre la force et la vitesse contre la vitesse. Il faut travailler différemment. Pop réassigne donc les troupes en fonction de leur capacité à contrecarrer les points forts de leur adversaire. Bon, sur ce coup-là, le magicien vole quand même un peu trop la vedette à notre cher Croco. Mam va donc s'occuper de Block, tandis que Croco va se concentrer sur Sigma. Dai et Yunkel devront s'occuper des autres, pendant que Pop préparera son Medoroa, la seule chance de l'équipe pour s'en sortir. L'objectif est de neutraliser le miroir du cavalier et de regrouper la garde pour la détruire en un instant. Pas le temps de niaiser, Crocodile envoie direct son duo Kai Shingeki sur Sigma, pendant que le reste de l'équipe s'élance au combat. Et à ce sujet, la sensation de vitesse des héros est moins importante que dans le manga. De plus, le visage de Pop quand il prépare son Medoroa est complètement inexpressif, tandis que dans le manga, on pouvait ressentir la pression qu'il avait sur les épaules. Heureusement, ça change dans les plans suivants. Le début de la confrontation reste en CGI, chacun aura son avis sur le résultat, mais l'effet de vitesse et les chorégraphies restent de qualité. Mam est décidément bien mise en valeur dans cet épisode, et ses coups aériens sont satisfaisants. Le grand moment de gloire de Crocodile que beaucoup de fans attendaient est enfin présenté, avec la révélation de sa nouvelle technique ultime, le duo Gekiretsusho, qui a été traduit ici en Fureur du Roi des Carnassiers. Ce coup spécial qu'il a créé au péril de sa vie dans le tourbillon de Valge utilise deux duos Kai Shingeki tournoyant chacun dans un sens différent. Les effets de cette technique ont bien été présentés et la mise en scène nous régale, avec une musique allant crescendo et un magnifique character design du Roi des Carnassiers. Dans le manga, une des plantes nous présentait davantage la forme des mains de Crocodile et faisait furieusement penser à un Kamehameha. C'est un peu moins visible ici, mais c'est normal, étant donné que les deux vagues cachent davantage les membres du fier guerrier. Pop nous prépare son Medoroa pendant ce temps, et la scène est réussie. La puissance générée par ces courants contraires est terrible, et disloque le bras gauche de Sigma. Et c'est là qu'on se rappelle quand même que son corps est en oricalque. Le Roi des Carnassiers donne vraiment tout sur ce combat. Mis à genoux, Sigma est vaincu, et le reste de la garde s'enquiert de son état. Le moment est donc déterminant pour Pop. On passe maintenant à un instant crucial de la série qui va sûrement diviser les amateurs du manga, à savoir le tout premier Medoroa de Pop lors d'un combat. Cela commence pourtant très bien, avec une reprise de la case du manga dans laquelle on peut voir le visage des trois héros regarder vers Pop et quitter le champ de bataille. La réaction d'Albinas est moins expressive que dans le manga, dans laquelle un zoom sur son regard était réalisé. Elle comprenait immédiatement la dangerosité du sort. De plus, elle indiquait à la garde de se disperser, et Pop rétorquait que cela était trop tard. Ses réflexions ont disparu pour laisser directement la place à l'envoi du sort. Celui-ci est réalisé de côté, et c'est assez anecdotique, là où dans le manga nous avions une vision de face avec un incroyable travail sur les effets de lumière. C'est une planche absolument iconique du manga qui n'a pas été reprise ici, et cela risque fort de déplaire à bon nombre de lecteurs historiques de l'œuvre. La réaction sur les visages des ennemis ainsi que ceux de la coterie ont été repris, à part celui de Crocodile qui était bouche bée devant tant de puissance. Tandis qu'ici on s'approche plutôt d'un sourire comme celui de Mam. Plusieurs éléments ont toutefois été retirés. A l'origine, Albinas se disait que c'était fini et qu'il ne pouvait plus éviter le sort. On pouvait aussi voir la scène avec un point de vue derrière les héros, tandis que le Medoroa emportait tout sur son passage. Dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que la double page qui concluait le chapitre 176 n'a pas été adaptée avec la même intensité. C'est certainement un des passages les plus forts du manga, et il aurait mérité bien plus de travail. C'est le genre de moment de fulgurance qui aurait dû être traité avec la plus grande des attentions. L'épisode se termine tandis que nos héros observent les effets de ce sort ultime, et que Pop annonce leur victoire. Leurs adversaires sont-ils vaincus? Réponse au prochain épisode. On peut dire que cet épisode était attendu au tournant par les fans. Il signe plusieurs éléments importants dans l'intrigue, comme par exemple la prise de conscience de Dai vis-à-vis de l'utilisation de son épée. Nous verrons que ce cheminement prendra un certain temps, et que la symbiose avec une arme vivante n'est pas quelque chose d'aisé ou naturel.
Cette confrontation signe aussi le retour de la CGI, et les passages qu'il utilise sont si peu nombreux que cela reste relativement anecdotique. Cela permet toutefois des scènes dynamiques et respectueuses des chorégraphies initiales. Quelques éléments ont été modifiés, comme l'affrontement de Pop et Fenbren, ainsi que certaines réactions sur le visage des protagonistes qui sont bien plus neutres que dans le matériel d'origine. L'épisode apporte son lot de nouvelles techniques. Côté garde d'Adlar, nous avons eu droit à un sympathique hit knuckle de Him, dont la colorimétrie est intéressante. De son côté, Crocodile revient aussi en force avec sa nouvelle technique, le duo Gekiretsusho, qui a vraiment bien été adapté ici. Le débat sera ouvert sur la scène couvrant l'iconique Medora de Pop. La mise en scène aurait gagné à être plus soignée, que cela soit dans les plans choisis ou dans le rythme général. Évidemment, nous n'avons pas tous le même point de vue sur le sujet, mais pour certains dans l'équipe, c'est un véritable carton rouge et de l'incompréhension totale. Pourquoi ne pas avoir adapté la mythique double page de Pop? Donnez-nous notre avis, que vous connaissez ou non le manga. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 49? Dites-le nous. Cette 49e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.